Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et nous sommes avec le général des banlieues, Emmanuel de Richouf, qui publie un manifeste avant qu'il ne soit trop tard aux éditions Michel Lafon. Bonjour mon général. Bonjour. Alors, général de Richouf, j'ai lu ce livre. C'est un brûlot, c'est un pamphlet, mais c'est en même temps un livre de propositions. Et c'est très très intéressant parce que, d'abord vous rappelez, vous êtes aujourd'hui à la retraite, mais vous avez été sur tous les fronts, vous avez été sur le terrain pendant des années et des années, vous avez été au combat, et vous rappelez des choses intéressantes qu'on oublie un tout petit peu par rapport à certains qui n'ont que le ministère de la parole. Vous dites quand même les militaires, on peut tout dire sur les militaires, mais les militaires risquent leur vie. Il faut savoir que la vie est un métier à risque, mais certains risquent beaucoup plus que d'autres, il faut le rappeler. Et puis vous rappelez aussi que ce devoir de réserve, et je voudrais juste vous interroger là-dessus, là pendant juste 2 minutes, et après on va avoir tout le temps d'en parler, c'est que vous rappelez que l'article 21 et l'article 36 de la Constitution n'empêchent pas les militaires de parler. Je voudrais que vous le rappeliez. Oui, c'est exact. Les militaires à la retraite sont des citoyens normalement, comme les autres, et donc on peut s'exprimer à titre, j'allais dire, personnel. Alors que les militaires que je fus en activité doivent demander l'autorisation au ministre. Il y a donc un cheminement que j'ai fait puisque j'ai écrit 3 ouvrages de mon vivant, j'allais dire, lorsque j'étais en activité sous l'uniforme. Et là, à ce moment-là, le ministère, il y a un bureau spécifique au ministère au ministère des Armées qui voit un petit peu ce que vous avez écrit et qui délibère pour savoir si vous avez le droit ou pas de publier. Ça, c'est quand vous êtes en active. En activité, voilà, en activité. Et donc, ce qui veut dire que quand je sors, je suis en retraite, c'est-à-dire en 2e section, depuis que j'ai quitté l'uniforme en activité. Maintenant, il y a plus d'une quinzaine d'années quand même. Voilà, le temps passe vite. Donc là, nous sommes, j'allais dire, comme des citoyens libres de s'exprimer. Voilà. Tant et si bien qu'avec tout le tohu-bohu que nous avons connu au mois de mai-juin dernier, finalement, ça s'est traduit par quoi ? Par rien. C'est-à-dire qu'on peut pas, nous ne sommes pas répréhensibles. Voilà. Nous avions reçu Jean-Pierre Fabre-Bernadac à l'époque, d'ailleurs, la fameuse lettre dite des généraux, mais il n'y avait pas que les généraux. On va en parler tout de suite après les informations. On prendra tout le temps d'en parler, de ce livre avant qu'il ne soit trop tard, que je recommande. C'est paru aux éditions Michel Lafon, que je recommande parce que c'est un livre à la fois de constats et de propositions. Et que ce soit pour réagir au convoi de la liberté, à la répression qu'il y a eu, et aussi aux mouvements et aux contestations, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300, mais aussi nous appeler pour interpeller le général de Richouf. Ça tout de suite. Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Emmanuel de Richouf, on vous a appelé le général des banlieues, vous êtes occupé de la banlieue, on va en parler parce qu'avec ce projet que peu de gens connaissent en tout cas à l'extérieur, ce projet que vous avez initié en novembre 2004-2005 jusqu'à 2018, qui est passionnant, on va en parler en détail, mais je voudrais d'abord vous faire parler de quelque chose, j'ai été très frappé. Et c'est vraiment très intéressant quand vous dites effectivement, il y a des milliers, voire des centaines de milliers de gens qui sont en fait en France, qui sont français, mais qui sont dissociés de la France, qui ne sentent pas du tout de la France comme leur mère patrie, et loin de là, et on le sait, et ça on en a beaucoup parlé. Et puis vous avez donné un exemple, la Légion étrangère. Et j'aimerais que vous me disiez en quoi, et ça c'est très intéressant, parce qu'effectivement, cette Légion étrangère venue de gens de partout, comme disait Romain Gary, il disait « j'ai pas une goutte de sang français, mais c'est la France qui coule dans mes veines ». Et c'est en quoi l'exemple de la Légion étrangère peut être aujourd'hui un exemple intéressant à suivre. Alors si vous voulez, si vous avez bien lu le manifeste, l'expérience ou le déclic que j'ai eu, c'est en 2005, autour d'une table, nous étions 3 comme aujourd'hui, ouais. Un chef d'entreprise qui cherchait à recruter, qui ne trouvait pas de main d'œuvre en banlieue, et puis un formateur de banlieue qui n'arrivait pas à placer ces jeunes dans l'entreprise. Et je me suis posé la question, on s'est posé la question tous les 3 en disant, moi, Emmanuel de Richouf, je ne comprends pas. La Légion étrangère, ce sont 150 nationalités qui viennent en France, et nous en faisons les meilleurs soldats du monde. Nous en faisons les meilleurs soldats du monde depuis 1831. Tout le monde revendique en disant c'est formidable ce que vous faites.
Comment n'arrivons-nous pas? C'est 1831. 1831, oui. Ouais, la Légion étrangère, oui. Comment aujourd'hui nous ne parviendrions pas à faire en sorte que des jeunes comme des moins jeunes d'ailleurs, qui arrivent sur le sol français, en Seine-Saint-Denis, qui sont 50 nationalités, nous ne parviendrons pas à en faire les meilleurs collaborateurs des entreprises au monde. Il y a quand même quelque chose qui nous échappait. Et d'où la réflexion que nous avons menée, et puis l'expérience que j'ai conduite pendant maintenant un certain nombre d'années. Alors comment? Alors racontez-nous dans le détail. D'abord, c'est dans quelle région ça s'est appliqué? Alors on s'est appliqué. Il s'appelait, je rappelle, permis sport emploi. Oui, c'est un cursus. Hein, c'est un cursus qui c'est pas une école, ce sont pas des formateurs attitrés, c'est pas quelque chose je me suis appuyé uniquement sur ceux et celles qui font sur le terrain. Voilà, des gens opérationnels. L'idée, c'était celle-là, c'est-à-dire des jeunes qui n'ont rien ou pas grand-chose, qui sont en déshérence sociale ou déshérence en déshérence familiale. C'était où? C'était en Île-de-France pour l'essentiel, en Île-de-France, dans la région Nord-Pas-de-Calais, à Lille, dans le sud également. Donc des Metz, gens qui sont en déshérence ou en détresse sociale. En détresse sociale et qui ont envie, c'est-à-dire qu'il fallait avoir quand même quelque chose envie, c'est-à-dire j'ai envie de m'en sortir, j'ai envie de quitter mes cages d'escalier où je vais être pris dans un étau qui sera entre la drogue et le djihadisme ou le terrorisme, etc. Donc sortir ces gens-là et les amener finalement sur le paquebot France, j'allais dire en 6-8 mois. Et voilà, donc... et vous y êtes arrivés? Oui, nous sommes arrivés, donc j'ai à mon actif, et j'en suis assez fier, mais avec des collaborateurs quand même, des personnes dont je viens de parler, nous avons à notre actif à peu près 2000 jeunes en 15 ans. Nous aurions pu en faire 10 fois plus, 50 fois plus, si on nous avait donné la possibilité de le faire, et avec un taux de réussite d'entrée dans l'entreprise ou de stage de formation pour 90% d'entre eux quand même. Voilà, donc on était sans vouloir nous vanter, nous étions j'allais dire les plus opérationnels avec le taux de réussite que je viens d'évoquer, et également pour un coût moyen, c'est-à-dire qu'un coût de 5200 € pour avoir le permis de conduire, pour payer... Alors pourquoi le permis de conduire? Parce que le permis de conduire est essentiel. Le permis de conduire aujourd'hui, vous ne faites rien si vous n'avez pas une voiture. Je suis désolé, mais quand vous habitez la campagne, quand vous habitez dans une cité, que vous devez aller travailler à Roissy à 3h du matin, que vous devez rejoindre votre entreprise à 6h ou 5h, que vous devez aller... voilà, donc vous avez besoin d'un permis de conduire. Et le permis de conduire nous permettait deux choses. La première, c'est de donner la liberté aux gens d'aller et de venir, de rentrer dans l'entreprise je ne sais rien faire, mais je sais conduire, et c'est déjà pas mal. Et puis surtout, c'était réapprendre le français. C'est-à-dire qu'au travers du permis de conduire, c'était réinsérer les gens, apprendre la langue française, les mots. Parce que la plupart avaient quoi, 50 mots basiques, 500 mots basiques? Non, ils avaient des mots basiques. C'était niveau 4, niveau 5 bis, c'est-à-dire sachant lire et écrire. Mais vous savez, quand on dit aujourd'hui sachant lire et écrire, voilà, il faut, quand vous voyez les fiches qu'on remplit, les mots, c'est approximatif. Mais néanmoins, ils se battaient pour obtenir ce permis de conduire et donc atteindre, j'allais dire, un niveau qui leur permettait d'entrer dans une entreprise, de lire des fiches de poste, de pouvoir répondre au téléphone et que sais-je encore. Donc nous avons fait ça, voilà. Mais c'est quelque chose de et avec facile. Comment vous étiez financé? Comment ça se passait? Moi j'ai eu la chance de travailler pour une entreprise qui était un grand groupe énergétique qui me rémunérait et pour lequel je travaillais à son profit pour mettre ces jeunes au travail, à la fois dans le groupe énergétique en question, mais ailleurs. C'est-à-dire que le groupe énergétique n'allait pas absorber à lui tout seul 150 jeunes que je formais, et donc on a travaillé avec à peu près une quarantaine d'entreprises en Île-de-France. Et alors, chez ces jeunes, vous en avez rencontré beaucoup, il y avait une vraie volonté de s'en sortir, de faire, etc. Très franchement. Eh bien, les jeunes en question, oui, il y avait une volonté de s'en sortir, et donc une vraie volonté, j'allais dire un enthousiasme, c'est-à-dire que c'était une coalition. Donc il y a une coalition avec les entreprises, les sportifs, les armées, les entreprises d'insertion, les auto-écoles, voilà. Et donc il y avait. Ah oui, vous aviez réuni énormément de gens. Le but, c'était bien ça. C'était ce que je préconise aujourd'hui, c'est que il est illusoire, à mon sens, il faut faire participer l'ensemble de la nation à cette affaire-là. C'est quelque chose d'extrêmement grave où tout le monde doit prendre sa part, j'allais dire, sa part à la réussite. Donc il y avait un enthousiasme, mais de tous les groupes, de tous les groupes. C'est-à-dire que ça prend du temps. C'est une coalition, ça prend du temps. On marche généralement, j'allais dire, à la volonté. On essaie de faire comprendre à tout le monde l'intérêt qu'il y a de se coaliser parce que quand on est plusieurs, on fait mieux que quand on est tout seul. Et puis, tout ceci. Ça, l'expérience de l'armée. L'expérience de l'armée était essentielle. Tant et si bien que je crois aujourd'hui
aujourd'hui, il est essentiel que les armées, et quand je dis les armées, c'est pour la plupart, ça serait plutôt des réservistes, vous voyez, des réservistes qui sortent du service actif, etc., soient, j'allais dire, immergés dans ce cadre-là, dans ce cadre de formation auprès des jeunes, parce qu'on sait leur parler, ils nous suivent, voilà. Donc c'est quelque chose là aussi qui me tient à cœur, d'où l'écriture de ce bouquin. Oui, absolument. Mais alors justement, il y a deux choses qui m'ont frappé, une question que je voulais, deux choses, entre autres, si vous voulez. Il y a cette expérience. Alors cette expérience est arrêtée pour le moment en 2018, mais vous comptez bien la reprendre. Mais comme vous le dites, il faut des moyens, il faut que les politiques vous écoutent, parce que c'est eux qui ont le pouvoir de décision. Vous avez parlé de la décentralisation, on va reparler de ça, mais deux choses qui m'ont frappé dans votre livre. Vous dites à un moment donné, il ne serait pas mal, parce qu'il y a eu beaucoup de choses, et vous citez Samia Ghali qui avait demandé l'intervention de l'armée elle-même, là, c'est dans certains quartiers de Marseille, mais vous dites, général de Richouft, il serait pas mal que l'armée intervienne, que l'armée soit plus présente, peut-être même aujourd'hui avec ce qui se passe, et vous avez vu ce qui se passe comme moi, un peu partout. Ah, tout à fait. Donc c'est suite à l'an dernier, quand nous avons signé la lettre dite des généraux, donc avec le capitaine Fabre Benadac, oui. J'ai signé comme un seul homme parce que on parlait des banlieues. Et souvenez-vous, nous parlions des banlieues en disant attention, on se dirige vers une violence qu'on ne pourra plus maîtriser. Et à ce moment-là, on sera une guerre civile à venir. Et à ce moment-là, le gouvernement sera contraint, j'allais dire, d'appeler les armées à la rescousse. Moi, je veux pas aller vers je me refuse de voir cette solution, j'allais dire, dramatique. Donc, il faut anticiper ce mouvement. Et donc, l'idée que j'ai développée dans ce manifeste, c'est de montrer que Permis Sport Emploi, que nous avons conduit maintenant depuis 15 ans, n'est pas le but ultime. Le but ultime, la situation est maintenant trop grave. Il faut aller plus loin, il faut aller plus fort, il faut véritablement avoir une démarche collective, globale sur nos banlieues, en commençant par quelques banlieues simplement. On ne pourra pas tout faire, bien évidemment. Bien et à ce moment-là, cette coalition que je préconise, l'armée jouera son rôle en ce sens que pour établir, j'allais dire, une paix tout de suite sur le terrain, il faudra y mettre des unités, comme je l'ai fait un certain nombre de fois lorsque j'étais encore en activité, donc sur le terrain. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est un signal fort vis-à-vis de l'État, vis-à-vis du public, en disant l'État prend en main l'affaire, enfin. Deuxièmement, vis-à-vis de la population qui est prise en otage, c'est-à-dire que dans nos banlieues où de 18h à 6h du matin, la police n'y va plus. Vous dites 10% de la population vit dans un état de terreur. Je ne dis pas vraiment de terreur, mais c'est-à-dire que les gens ne sont pas libres. Et donc, moi je sais, parce que j'ai des contacts et puis toujours dans nos banlieues, je sais que c'est quand même quelque chose de terrible pour des familles qui restent cloîtrées chez elles parce qu'elles ne peuvent pas sortir jusqu'à 6h du matin parce qu'il y a trafic de drogue, il y a checkpoint, il y a voilà. Donc et je pense que là c'est important. Et c'est d'autant plus important que vous voyez très bien ce qui se passe aujourd'hui. Il y a plus nos policiers pour X raisons ne sont pas présents tout le temps. Le terrain n'est pas tenu. Donc je pense vraiment qu'il faudra qu'il y ait un changement de braquet important si nous voulons réussir. Voilà. On va tout de suite continuer cette conversation, c'est passionnant, après cette petite pause. Et que vous viviez dans les banlieues des grandes agglomérations, ou si ce sujet vous passionne, vous nous appelez au 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Un livre, un pamphlet, un brûlot, avant qu'il ne soit trop tard. Justement, est-il trop tard ou pas ? Général Emmanuel de Richouft, général à la retraite, mais qui a été très longtemps dans l'active, nous en parle. Et vous parlez de quelque chose, général de Richouft, c'est très important, la réappropriation. Parce qu'on sait très bien, on l'a vu, vous savez, on a vu des images où quelques-uns disaient « Ouais, la France nous a colonisés, maintenant c'est à notre tour de la coloniser, etc. etc. » Les drapeaux pas du tout français qui passent... Entre parenthèses, je vous reposerai la question, ce qui s'est passé samedi à propos des drapeaux français et des policiers.
policiers qui les ont soit déchirés certains et jetés par terre. Je voudrais dire, donc, vous dites, il faut une réappropriation du récit national, du roman national de l'histoire de France. Et vous rappelez quelque chose, je veux dire que moi j'ignorais, je crois que je ne suis pas le seul. Je cite votre livre. En 1942-45, après le réarmement de l'armée française par les Alliés, ils sont près de 410 000 hommes, 233 000 maghrébins musulmans issus de 15 classes, puis 176 000 pieds noirs, dont une minorité de juifs séfarades, issus des 27 classes d'âge de 19 à 45 ans, toutes mobilisables, soit 16,40% de la population. Et vous ajoutez, ils représentent 75% des effectifs de l'armée française de 1944, les spahis, les goumiers, les légionnaires, les tirailleurs, etc., etc. Et effectivement, les oubliés de la Première Guerre mondiale, il fut les héros de son... Et vous ajoutez qu'un des jeunes vous a dit, mon général, t'es le premier à nous parler comme ça, personne nous avait expliqué tout ça. C'est quand même étonnant, ça. Oui, non, c'est pas. Oui, vous avez raison de dire c'est étonnant parce que nous voyons ça de notre, j'allais dire, de notre personnalité, sachant que vous savez très bien comme moi, que les cours d'histoire, on les a oubliés, et que ces jeunes-là, ils sont qui ont quitté l'école relativement tôt ou qui n'ont pas été à l'école, sont à la fois ignorants du passé de leurs parents et grands-parents. Et il me semblait très important que nous puissions, les équipes que j'animais, que nous puissions leur parler un petit peu de ça. Et il me semblait que l'épopée de l'armée d'Afrique était justement un bon lien à faire pour une réappropriation de la citoyenneté, se sentir vraiment français. Alors ils disent tous, nous sommes français, nous sommes insérés. Oui, mais moi c'est une réinsertion que je souhaite leur donner pour qu'ils soient, j'allais dire, pacifiés en quelque sorte avec la France. Alors je vais vous dire un petit exemple. Il y a quelques années, lorsque nous faisions une période d'une semaine avec les armées, qui avait pour but de leur apprendre le travail en collectif, d'apprendre la France, de voir un petit peu l'abnégation de nos officiers, des soldats, etc. Et nous étions à Salon de Provence, accueillis par l'armée de l'air, et les jeunes, à l'issue de ces 8 jours, recevaient un petit diplôme en disant qu'ils avaient suivi le stage, qui était un stage assez fort. Et au petit matin, il y avait une prise d'armes toute simple autour du mât des couleurs. Les couleurs sont montées. Ils ont tous chanté la Marseillaise. Et là, ça a été la surprise du général qui me recevait et puis des cadres qui ont dit, mais mon général, on leur avait pas demandé. Voilà. Et un jeune s'est approché de moi, il m'a dit, voyez mon général, c'est la première fois que je me sens citoyen. Voilà. Quelque chose, pas grand-chose. Il suffit de pas grand-chose que j'essaie d'expliquer en disant que ces jeunes, contrairement à ce qu'on peut penser quand on est de l'autre côté quand on est à l'intérieur du périphérique, ces jeunes sont en attente. Ils sont en attente d'un nous mobilisateur. Mais qu'est-ce qu'on leur a proposé depuis 20 ans? On leur propose quoi finalement? Des stages qui finissent en queue de poisson, on pense etc. aux milliards qui ont été dépensés, aux centaines de milliards pour la politique dite de la ville, quand même. Mais dites-moi, juste quand même, pas me faire l'avocat du diable, mais est-ce qu'ils ne peuvent pas vous dire aussi, s'il n'y a pas qui vous disent, oui, mais regardez, justement, nos grands-parents et nos grands-parents, ils sont morts pour la France, mais nous, on nous a laissé tomber, etc. Est-ce que ça ne peut pas engendrer, au contraire, une espèce de... Parce que beaucoup vous ont dit ça, oui, mais nous, on a regardé, on a contribué à la victoire, etc. Enfin, nos grands-parents, etc. Et qu'est-ce qu'on fait de nous? Est-ce qu'il n'y a pas aussi cette espèce de... Peut-être. Si vous voulez, comme on ne leur a pas expliqué, si ce n'est qu'à certains, je leur ai expliqué, j'ai pas du tout eu cette réaction. Comme je pourrais leur dire, moi, mes ancêtres, moi j'ai 5 siècles de France dans mes veines. Quand mes ancêtres, quand mon grand-oncle est mort en 1914 sur le champ de bataille en août 14, je suis pas là en train de crier en disant mais qu'est-ce que vous avez fait pour mon grand-oncle? C'est la vie, c'est la vraie vie. Vous êtes français, eh bien vous à un moment donné vous donnez pour votre patrie. Alors simplement ce que je souhaite au travers de ce manifeste, c'est bien expliquer à ceux qui auront la chance ou la malchance de me lire, ça c'est bon, que rien n'est perdu. Je pense, moi je suis optimiste, je dis rien n'est perdu parce que j'ai côtoyé ces jeunes gens et ces jeunes femmes et je me dis il y a quand même du potentiel, une potentialité, une envie, de l'enthousiasme. Il suffit de réveiller tout ça et puis on peut aller de l'avant. Alors pourquoi? Alors soyons clairs, vous avez amené un plan banlieue pour 2022, mais pourquoi aujourd'hui,
d'abord pourquoi ça s'est arrêté et pourquoi ça ne reprend pas. Est-ce que c'est pas, comme toujours, hein, c'est pas nouveau, est-ce que c'est pas une question de volonté politique, c'est une question d'écoute, c'est quoi? Au-delà même de tel ou tel gouvernement ou de tel ou tel président. Alors, il y a plusieurs points. Maintenant, je suis un vieux de la vieille, en quelque sorte. Il y a une absence d'anticipation, une absence de vision. On est là pour 5 ans, on est là pour 4 ans, on est ministre pour 2 ans, voilà, donc on n'a pas de vision, on n'a pas d'expérience. C'est-à-dire que l'expérience des hommes et des femmes, ça s'apprend pas, j'allais dire, sur les bancs d'une école comme ça. Il faut aller au contact. Et puis sur le terrain. Ouais. Et puis, comme vous le disiez vous-même, une affaire de volonté et de courage. C'est-à-dire est-ce qu'un homme politique aujourd'hui, je n'en vois pas beaucoup, soit capable de dire je prends à bras le corps cette affaire-là pour que la France soit aux Français, c'est-à-dire tous les Français. Il n'y a pas les Français et au-delà du périphérique les autres. Il y a tous les Français. Il faut véritablement qu'on mène une action d'envergure, une action complète, cohérente, et qui donne véritablement l'espoir, plus que l'espoir d'ailleurs, qui donne le résultat, ou véritablement que tous les jeunes, comme les moins jeunes, hein, parce qu'il y a des gens qui sont adultes largement, qui n'ont toujours pas de boulot, qui galèrent dans les banlieues, et bien ceux-là, il faut leur trouver quelque chose. Et c'est ce que j'essaie de montrer au travers de cette dernière partie de mon livre, c'est que véritablement, voilà ce qu'il faudrait faire, quoi. Comme je rebondis un petit peu sur ce que vous disiez, sur ce qu'on échangeait tout à l'heure, sur les quelques propos, en disant les armées ne sont pas là pour, en tant que, j'allais dire, réprimer quoi que ce soit. Elles sont là pour aider. Elles sont là pour aider, j'allais dire, à la mise en place de tout ce dispositif, qui est un dispositif interministériel, cohérent et destiné, d'une part, à appuyer un volet social qui doit être un volet social majeur. Alors, général, pourquoi vous n'entrez pas en politique? Je sais pas. On est venu me chercher plusieurs fois, mais ça s'est pas soldé. D'abord, pour rentrer en politique, je suis peut-être trop honnête pour rentrer en politique. Désolé pour ceux qui m'écoutent. Je pense qu'on doit faire quelque chose. Donc, il faut être courageux, il faut être volontaire, il faut avoir de la suite dans les idées. Et je crains malheureusement que on trouve pas ça toujours au sein de nos politiques. Je compare, si vous voulez, cette affaire de nos banlieues, c'est-à-dire finalement de ces Français qui se cherchent, hein, je répète bien, ces Français qui se cherchent et qui recherchent la France, je compare ça, si vous voulez, au défi qu'a connu l'Allemagne lorsqu'elle a accueilli l'Allemagne de l'Est. Oui, c'est quelque chose d'incroyable où il a fallu 20 ans, une génération pour y parvenir. Voilà, et ils l'ont fait. Pourquoi ne le faisons-nous pas, quoi? Voilà, donc je me dis, ça en vaut l'enjeu. Voilà. Notre RDA, la France des banlieues, ou aussi la France périphérique. Périphérique des banlieues, parce qu'il n'y a pas que les banlieues, bien sûr. Dans les, je parle des banlieues parce que c'est ce que je connais, mais la France périphérique est tout aussi, pour certaines parties d'entre elles, en déshérence, hein, bien évidemment. Eh bien, on va se retrouver avec les auditeurs de Sud Radio et le général de Richoupt. Absolument. Et pour que vous puissiez réagir, vous nous appelez au 0826 300 300, mais aussi pour réagir lorsque nous viendrons à Arles mercredi. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Alors je vais vous dire, pour ceux qui sont à Arles ou dans la région d'Arles, mercredi, de midi à 14h, après-demain, sur Sud Radio, ce ne sera pas Berkov dans tous ses états, ce sera la France dans tous ses états. On va vous écouter. Ce qui vous fait réagir, ce qui vous fait bondir, ce qui vous réjouit, etc. On va être à l'hôtel Voltaire, on sera en direct de midi à 14h. Vous appelez le 0826 300 300 pour vous inscrire et on compte sur vous. Ce sera la feuille de température de la France à 1 mois et demi, je vous le rappelle, des présidentielles. Et maintenant, nous passons à vos appels. Nous sommes avec Ben qui nous appelle de l'Hérault, département, duquel nous vient le général de Richoupt d'ailleurs. Bonjour Ben. Oui, bonjour Ben. Oui, bonjour mon général, bonjour monsieur Berkov. Voilà, non, j'ai écouté, c'était très intéressant. Et bon, on sent chez monsieur un réel investissement et surtout sincère. Voilà. De toute façon, on ne peut qu'encourager ce type d'initiative. Vous savez, quand on peut aider les jeunes à sortir du milieu où ils sont, on peut s'en féliciter. Bon, le souci, c'est que ces banlieues, les jeunes, ils y sont pour rien.
les familles, ils sont pour rien. C'est des banlieues qu'on a créées. On a mis tous les plus pauvres ensemble. On a mis plein de gens d'origine ethnique ensemble. On a réellement créé des gens à côté de la banlieue. D'ailleurs, banlieue, ça veut dire à l'écart. On a mis ces gens à l'écart. Voilà. Et il faut reconnaître qu'il est quand même plus avantageux de naître dans le 16e arrondissement ou à Neuilly que de naître en Seine-Saint-Denis, dans une banlieue. Clair. Vous savez, c'est le proverbe, hein. Il vaut mieux être riche et en bonne santé que pauvre et malade. Oh, mais c'est plus que ça. C'est qu'on est dans un pays, déjà à la naissance, on n'a pas les mêmes droits. Ben oui. Il y a des gens qui sont plus avantagés, plus favorisés que d'autres. Ça ne veut pas dire que le plus pauvre, il ne va pas s'en sortir. Bien sûr. Ça ne veut pas dire que... Faut pas être désespéré. Voilà. Ensuite, le second, pour les militaires, là aussi, il y a eu un mépris. Je veux dire, quand les gens se sont battus en 39-45, ils ont été complètement déconsidérés, ils sont retournés en Algérie, au Maroc, et en plus, ils ne percevaient pas les mêmes pensions. Ensuite, le troisième fait, c'est les harkis. Les harkis se sont battus pour la France. On les a abandonnés chez eux là-bas, se faire massacrer. Et arriver en France, qu'est-ce qu'on a fait pour les harkis? On les a mis dans des camps. Et vous croyez que les enfants de ses parents, vous croyez qu'ils vont vivre comme tout le monde? Vous croyez qu'ils vont se reconnaître en tant que Français à part entière? Et en plus, rejetés aussi par rapport au racisme. Voilà, il y a tout, Il y a tout ça, paramètres, ces paramètres. Voilà. Ok, Et ben, ensuite, pour finir, allez-y. j'ai un doute sur l'armée, sur les militaires à régler les problèmes. Parce que l'armée, ils ne sont pas formés pour la violence urbaine, etc. C'est les policiers qui doivent faire ce travail-là. Et mieux formés. Parce qu'en banlieue, on envoie des jeunes qui viennent sortir de formation et qui sont peu expérimentés. Voilà le souci. Très bien, Ben. Voilà. Très bien, Ben. Merci de votre général Dreyfus. Oui, je pense que sur la formation des soldats, vous n'avez qu'une appréciation, j'allais dire peut-être des appelés du contingent tels qu'ils étaient il y a 25 ans. Et je peux vous garantir que nos soldats, qui sont des soldats professionnels, sont des gens remarquables, pour lesquels les théâtres d'opération furent des cités, des agglomérations, que ce soit à Sarajevo, que ce soit en Syrie, que ce soit partout ailleurs. Je veux dire que le travail en agglomération, on sait faire. Voilà. Et très bien. Juste par rapport aux harkis et compagnie, qu'est-ce que vous en pensez? Alors les harkis, ce que j'en pense, c'est qu'effectivement, ils essaient de les oublier de l'histoire. Ils ont connu une période dramatique pour laquelle la France n'a pas, je veux dire, n'en sort pas glorieuse. Je crois que le président de la République, il y a quelques semaines ou quelques jours, a justement fait une sortie, fait un discours pour réhabiliter en quelque sorte cette mémoire. Voilà, mais j'allais dire, malheureusement, moi j'étais jeune à l'époque quand ça s'est passé. Je ne peux que lire ce qui s'est écrit, ce qui a été fait. Je veux dire, j'en suis complètement peiné, parce que ils ont vécu une période horrible. Voilà. C'est clair. Merci Ben pour votre appel. Nous sommes maintenant avec Lila qui nous appelle de Lyon. Bonjour Lila. Oui, bonjour Lila. Bonjour messieurs. Une partie des choses que je voulais dire ont été dites par l'auditeur avant, mais moi je vais vous dire quelque chose de très important. Moi j'en veux aux bailleurs. Ce sont les bailleurs. Moi je vois simplement au niveau de là où j'habite ou même où ma mère habitait, c'était des personnes, par exemple où maman habitait, c'était des personnes âgées, simples. Du jour au lendemain, une famille est venue. Et toute personne qui s'en va est remplacée automatiquement par une personne avec des origines. Je dois dire que moi j'ai des origines et maman aussi. Le problème c'est qu'une famille arrive avec des gamins, et bien ces gamins, ce sont des gamins qui étaient suivis par un juge pour enfants, qui se droguent du jour au lendemain. Ils ont attiré toute la cité et vous aviez du dernier étage au rez-de-chaussée des gamins dans les escaliers qui se droguaient. Et tous les jours, j'avais ces personnes âgées qui vivaient depuis 30 ans tranquillement. Tous les jours, vous aviez la police qui venait voir s'il y avait de la drogue, où il y avait tout ça. Donc je dis,
souvent c'est les bailleurs. Pourquoi? Moi je pense qu'on devrait avoir la possibilité de mettre les gens à l'essai. Lorsque vous arrivez et que vous êtes des personnes qui perturbez la vie de toutes les personnes qui habitent, mettons, l'immeuble, eh bien au bout d'1 an, 2 ans, on fait une enquête. Si alors que les locataires se plaignent, hein, eh ben on devrait leur dire, eh ben vous ne restez pas. Vous ne savez pas à qui. Vous venez bousiller la vie des gens, eh ben c'est pas à qui. Et je dis souvent aux gamins, les premières personnes que vous punissez en taguant, en cassant tout, ce sont vos parents. Ce sont vos parents pour certains qui sont à la retraite, qui ont bossé toute leur vie et qui, quand ils rentrent dans leurs immeubles et qui voient la saleté, c'est vos jeunes frères, c'est vos jeunes sœurs que vous punissez. Et autre chose qui est très important, si on ne peut pas sauver ceux qui ont maintenant 20 ans, 15 ans, 20 ans, il faut sauver les petits. Et comment on peut les sauver? On peut déjà faire comme au Venezuela, comme dans des tas de pays. On leur donne la possibilité d'apprendre la musique, d'apprendre les arts. Ainsi, quand dans leur cité, des gamins voudront leur dire tu veux pas essayer la drogue ou tu veux pas, comme ils se seront épanouis différemment, eh ben ils n'iront pas. Et c'est ça aussi. Et les bailleurs, je vous dis, on se plaint, on va les voir, eh ben non, personne ne bouge. On a le droit, comme aux États-Unis, arriver à un moment de dire, eh ben tu fous la merde, eh ben je suis désolé, vous devez partir. Ok Lila, oui, Gérald Richoux, par rapport à ce problème qui est un vrai problème. Oui, madame, vous avez tout à fait raison, parce que ça m'était revenu aux oreilles, bien évidemment, pendant toutes ces années-là. J'allais dire que ça aussi, c'est du courage et de la volonté, donc à tous les niveaux. C'est-à-dire que je veux dire, je suis pas Saint-Pierre ou je sais pas où Saint-Michel pour faire en sorte que tout aille bien. Chacun ses responsabilités. Alors vous parlez de la musique, vous parlez de l'école, vous me parlez des jeunes, etc. Moi, ce que je propose, c'est un continuum, c'est-à-dire qu'il y a dans nos cités comme ailleurs d'ailleurs des séquences qui sont faites. On fait un peu de sport, on fait un peu de musique, on fait un peu d'école, on fait un peu de mise à l'emploi, etc. Mais il n'y a pas de continuum, c'est-à-dire qu'il devrait y avoir un cheminement de 6 ou de 10 ou 12 ans jusqu'à 30 ans pour lequel les différents acteurs se mettent ensemble pour faire en sorte que ces jeunes-là sortent de la drogue, trouvent leur voie, fassent du sport le dimanche. Voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est pas fait. C'est pas fait parce que en France, vous avez 6 ministères qui s'occupent de la politique de la ville. Vous avez des milliers d'associations qui touchent de l'argent et qui ne font pas forcément ce qu'on leur demande de faire. Vous avez donc il faut pousser véritablement une réflexion de fond. Ce que je propose pour dégager véritablement une stratégie qui permette à ces banlieues. Il faut qu'il y ait un chef d'orchestre qui organise tout ça au sein des banlieues. Ce chef d'orchestre, je crois comprendre. Moi, le chef d'orchestre, je sais déjà qui ça pourrait être. Vous voyez, dans nos banlieues. Et on commencerait par 5 ou 6 banlieues. Un général en 2e section, des colonels, parce que ces gens-là, ils savent faire, ils connaissent, ils savent organiser, ils savent parler aux gens, ils savent aller voir les chefs d'entreprise, ils savent aller voir les maires, ils savent aller voir les préfets. Vous voyez, il y a des choses qu'on peut faire. Mais je reviens toujours sur c'est une affaire collective. C'est-à-dire que s'il y en a qu'un seul qui s'agite, il perd foi, il perd pied. C'est à chacun de trouver véritablement le courage, l'once de courage qui fera qu'on avancera. Merci Léla pour votre appel. Nous sommes maintenant avec Pépito qui nous appelle de Brive. Bonjour Pépito. Oui, Pépito, bonjour. Bonjour, comment ça va, M. Berkoff? Très bien. Comme un lundi. Restez mon général pour ce que vous faites. Alors moi, je suis né à Paris, j'ai 60 ans, et j'ai eu une éducation cosmopolite. Ouais. Et j'avais des copains d'Afrique du Nord, du Sud, des Portugais, moi je suis d'origine espagnole. Mais il n'y avait pas ce séparatisme. Mes copains maghrébins, ils parlaient pas Ziva, toi, machin, tout ça. Normalement, ils apprenaient le français, ils étaient très bons en français. Et je me demande si c'est pas voulu ce séparatisme, parce que j'arrive pas à comprendre que quand j'étais à Paris dans les années 90, je me faisais traiter de sale français par des maghrébins, des gens avec qui j'étais très bien. Oui, vous, Pépito, d'origine espagnole, ils vous traitaient de sale français, c'est ça. Oui, mais c'est pas grave. Mais ce qui est grave, c'est le changement de comportement, parce que moi j'ai eu des amis qui étaient très intégrés. Comme moi, d'origine espagnole, je parle le valencien, je parle le castillan, je parle le français. Et
Et vous dites qu'il y a eu un changement et vous ne comprenez pas pourquoi il y a eu ce changement, ce séparatisme de fait, quoi. Oui, admettons, moi je suis pas vacciné, je suis musicien, j'ai pas le droit de jouer dans les bars parce que je suis pas vacciné, et les vendeurs de crack, on les laisse libres. Ouais. Je me demande si ça n'a pas été voulu justement ce séparatisme entre les étrangers et les Français. Voilà, c'est ma question. Général Dreyfus, pardon. J'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse à votre question, hein, Pépito. Mais je dirais simplement attention parce que quand vous dites ça, vous traitez de complotiste. Hein. Oui. Voilà donc. Vous savez, les complotistes d'aujourd'hui sont ceux qui disent la vérité voilà. 6 mois à l'avance. Mais ceci étant, vous avez probablement raison. Voilà. D'où, si vous voulez, dans mon projet pour les banlieues, moi je vois une mission initiale forte d'entrée de jeu, par exemple en septembre. Hein, ça serait véritablement faire un audit sécuritaire. Hein, général. Dans certains quartiers. On va pas commencer partout. On commence par un certain quartier, un audit sécuritaire avec la police, la justice, les douanes, etc. Tout ce que vous pouvez imaginer, l'URSSAF, étage par étage, famille par famille, pour voir où ça en est, trouver les caches d'armes, trouver les trafics d'armes, etc., etc. Et parallèlement à ça, un audit social, c'est-à-dire que c'est très important qu'il y ait le pendant de la sécurité. Il faut aussi, si on fait que de la sécurité, ça ne marchera jamais. Il faut que la population, cette population qui est prise en étau entre les dealers, les voyous et puis les Français et puis la France, puisse se dire l'État fait quelque chose pour moi. Et donc il faut qu'on ait véritablement un audit là aussi social avec les entreprises, les bailleurs, tout ce que vous pouvez imaginer pour l'emploi, etc. Juste un mot, Gérald, ça c'est très bien le côté de l'État, etc. Ouais. Mais est-ce qu'à la base, il ne faut pas aussi que ça rejoigne? Il ne faut pas aussi la base, il faut bien sûr avoir une information, faire une information. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, vous ne pouvez rien dire, rien faire sans que tous les réseaux sociaux s'émeuvent et voilà. Mais bien évidemment, c'est quelque chose qui se prépare, c'est quelque chose qui demande là aussi un investissement personnel, une coordination, j'allais dire générale, public-privé. Mais on sait faire ça. Je veux dire, c'est pas un problème. Le problème, c'est y a-t-il la volonté, y a-t-il le courage? Toujours. Voilà. On revient toujours au même point. Merci beaucoup, Pépito, pour votre appel. Mon général, mais ce que je voulais en fait conclure, c'est que avant. On vivait en harmonie en fait. Il n'y avait pas cette séparation entre les religions, tout ça. Donc j'ai bien compris. Bah oui, mais ça a été exacerbé. Ce qui me fait de la peine parce que moi j'ai des maghrébins ici à Brive. Il n'y a pas de problème. Hein. Ils parlent bien français et tout, mais bon voilà donc. On est d'accord, Pépito, mais ça c'est quelque chose qui se résoudra très en profondeur, mais il faut rester optimiste, c'est évident. Et on se retrouve dans un instant et évidemment vous nous appelez si vous avez des idées de sujets ou si quelque chose vous tient à cœur lorsque nous viendrons à Arles dans 2 jours. À tout de suite. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et direction l'Essonne, cette fois avec Jean-Claude qui nous appelle au 0826 300 300. Bonjour Jean-Claude. Oui, bonjour Jean-Claude. Radio. Bonjour Monsieur Berkov. Bonjour à votre invité. Bonjour mon général. Bonjour. J'ai 68 ans, donc j'ai fait mon service militaire en 1974. Et je vais vous dire franchement, quand je suis parti, j'avais un visage très triste. Et puis, pendant 12 mois, j'ai appris, j'ai été encadré, j'étais dans l'Alsace, au 152 régiment d'infanterie, des Diables Rouges, et j'ai été encadré par des sous-officiers, des officiers. Je résume. Je suis sorti avec quelqu'un qui a appris à connaître et à reconnaître des valeurs. C'est bête, c'est simple. C'était une petite discipline, c'était pas l'enfer. Mais je suis sorti, moi, et c'est pour ça que je ne veux pas jouer les vieux cons, excusez ma expression, mon général. Mais je pense qu'à cette époque-là, le service était vendu. En plus, on était brassés. J'avais des Corses, on avait des gens qui venaient des dom-toms. On avait des gens qui, de toutes, franchement, et il y avait comment vous dire, il y avait quelque chose,
Voilà, qu'on reconnaissait. Alors, je ne vais pas parler du drapeau bleu-blanc-rouge. Hein. Ce week-end, malheureusement, c'est une mauvaise actualité. Mais au moins, il y avait des valeurs qu'on reconnaissait. Alors là, je suis d'accord avec vous sur votre intervention en général, hein, et je voulais surtout intervenir pour ça. J'ai cru comprendre que, hormis le côté social et économique sur lequel vous êtes présent, et je vous en félicite beaucoup, hein, parce que je pense que ça passe aussi par là, hein. Mais par contre, la présence... Alors on va dire quelle qu'elle soit de l'armée dans les banlieues, hein, là j'ai un petit doute, vous êtes conscient, c'est pas moi qui vais vous le dire, hein, que malheureusement dans beaucoup de banlieues circulent depuis des années des armes de guerre, des armes assez lourdes. Et moi je voulais vous poser la question suivante, hein. Comment vous, même si vos soldats reviennent de l'OPEX et si on se désengage un petit peu de certains pays, il n'y a pas un risque de... Ça, je vous pose la question, hein. Je ne vois pas trop comment vous pouvez faire pour faire patrouiller des militaires la nuit, et ça serait bienvenu, hein. Mais voilà, c'est la question que je vais vous poser. Ok, général. Vous posez la question, vous posez une question, mais je n'ai pas la réponse. Qui ne tente rien n'a rien, si vous voulez. Il faut lancer, et on prend une action, on prend des responsabilités, on prend des risques, et puis on voit. Mais ne rien faire, me semble-t-il, c'est condamnable. Il y a eu, il y a quelques semaines, tous les jours d'ailleurs, il y a des règlements de compte à l'arme de guerre dans nos banlieues. Visiblement, ça n'émeut personne. Hier, vous aviez à Paris une manifestation avec la colonne. Bon, il y avait 6000 policiers à Paris, 7000, je ne sais pas combien, 7000. Et à côté de ça, en Seine-Saint-Denis, vous avez un règlement de compte à la Kalachnikov qui a fait 2 blessés. Et visiblement, personne n'en a parlé. Ça n'émeut plus personne. Alors, je me dis, si vous voulez, là, il faudrait peut-être mettre un coup d'arrêt quand même, c'est-à-dire psychologique. Vous voyez, quand vous mettrez les armées, vous mettez une armée, vous mettez 200 hommes, une compagnie dans une banlieue pendant quelques jours ou quelques semaines maximum, eh bien vous avez le comment dirais-je, le choc psychologique vis-à-vis de la population, vis-à-vis des dealers, etc. Voilà. Juste un mot, Gérald, je voulais savoir ce que vous aviez pensé. Vous avez vu les images comme tout le monde, comme nous tous, de ces policiers ou gendarmes, je ne sais pas. Il y avait des gens, visiblement, des gens même âgés, etc., qui sortaient avec un drapeau français, et vous avez vu que ce drapeau français était jeté par terre ou déchiré, etc., et quelqu'un qui disait, je ne vais pas redire le sonore ici, oui, le drapeau est devenu un signe ostentatoire de manifestation. Drapeau français. Je suis à la fois peiné et surpris. Le drapeau, c'est le drapeau de la France. Il y a nos anciens, nos ancêtres qui du pont d'Arcole jusqu'à Verdun, en passant par ensuite le régiment d'Afrique en 45, portaient le drapeau. Ils se sont fait tuer pour eux, quoi, pour lui. Donc, je mettre le drapeau par terre, c'est quand même, je trouve, assez grave. Voilà, même pour pas dire très grave. Bah tenez, justement, Marc a été mobilisé ce week-end à Paris et il nous appelle d'Aubervilliers. Bonjour Marc. Oui, bonjour Marc. Oui, bonjour André, bonjour Général. On vous écoute, Marc. Voilà, alors en fait, j'étais sur les Champs-Élysées, donc vers 15h, et en fait j'ai vu, et j'étais même là-bas parce que je me suis pris déjà 2 jets de lacrymo directement. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le convoi qui est arrivé sur les Champs-Élysées, donc ça n'a duré que 5 minutes. On a eu juste 5 minutes pour les applaudir. Et tout de suite, les forces de l'ordre, d'accord, je le dis bien tout de suite, ils ont commencé à balancer donc du lacrymo et ils ont commencé à forcer sur les gens, à courir sur les gens. Donc en fait, on se demande vraiment quel était ce sentiment, mais j'ai vraiment l'impression que c'était le message était clair, circulé, il y a rien à voir. Voilà. Et puis aussi il y a un fait qui ne vous a pas été rapporté parce que j'étais sur la roue. Non seulement le drapeau français a été déchiré donc par un des policiers, la compagnie je crois la C32. Sur les champs là-haut c'était la même chose, mais vous avez eu aussi 2 maires en écharpe. Donc, et plus le capitaine Alexandre Juvin-Brunet, qui se présente aux élections présidentielles, qui ont été gazés aussi par la police. Donc, c'est quand même incroyable. 2 maires en écharpe. Oui, pardon, excusez-moi. Qui ont été gazés par la police, vous l'avez vu. Vous dites que vous avez été témoin de cela, c'est ça? Mais bien sûr que j'ai été témoin de ça, bien sûr. J'ai tout ce qu'il faut. J'étais sur les champs. J'ai failli me prendre aussi avec le flashball sur la tête à 2 reprises.
Puis bon, je vous raconte pas. Hein, et vous avez été étonné de cette riposte extrêmement forte, quoi, par rapport mais non seulement très très forte, mais en plus, d'accord. Je veux dire, il y avait des gens qui étaient là pour applaudir le convoi parce que c'est quand même d'actualité aujourd'hui avec tout ce qui se passe. Ouais. D'ailleurs, là, je pense qu'ils sont à Strasbourg. Et peut-être une info aussi que vous savez pas. Il y a sans doute des personnes, des représentants du camion de convoi de la liberté qui vont être pris en charge par Strasbourg, par le Parlement. Il y en a qui vont sans doute parler là-bas. Mais en fait, c'est vraiment la pression. C'est-à-dire qu'on n'a même plus le temps de pouvoir applaudir ce genre d'activité, même si effectivement peut-être c'était interdit, etc. Mais il y a les gens qui se sont déplacés de très loin. Moi j'ai parlé avec des gens qui venaient du 24. Je veux dire, ils étaient carrément bloqués, stoppés directement. En 5 minutes, c'était voilà, ils forçaient, ils envoyaient les lacrymogènes. Il y avait même plus, on se demande vraiment qu'est-ce que c'est. Marc... Si vraiment c'est de la police française ou c'est une milice, moi je dirais plus pour une milice. Voilà mon témoignage. Oui, très bien. Merci pour votre témoignage, Marc. Non, c'est ce qui frappe aussi. On en a parlé un peu avec un policier qui était là, général. C'est peut-être une espèce de 2 poids 2 mesures ou de disproportion. Je crois que là, je parle du ressenti d'un certain nombre de gens. On va pas prendre parti ou juger. Il y a quand même l'impression de 2 poids 2 mesures par rapport à ce que vous disiez sur les banlieues, sur un certain nombre de gens qui sont beaucoup moins touchés que d'autres, qui, par exemple, étaient là pour applaudir un convoi. Bon, on peut être pour, on peut être contre, mais ce sentiment de disproportion, quand même, il existe. Je ne sais pas si vous le ressentez vous-même. Bien évidemment, comme tout le monde. Hein. Après, j'ignore quels étaient les ordres qui avaient été donnés aux uns et aux autres. Voilà, je n'étais pas sur Paris, donc je ne peux pas juger. Je ne peux pas juger, franchement, aujourd'hui, ce qui s'est passé hier, hein, bien évidemment. Il y a absolument un dernier auditeur, Renaud, qui nous appelle de Seine-Saint-Denis. Bonjour Renaud. Oui, bonjour André, bonjour mon général. Bonjour. Oui, écoutez, je voulais revenir très très vite sur le convoi pour la liberté. Je suis absolument encore estomaqué, mais bon, ça continue depuis 5 ans. De toute façon, c'est assez impressionnant. Après des gilets jaunes, des gens qui ont des revendications tout à fait légitimes, qui se font rentrer dedans. Alors évidemment, il ne faut absolument pas généraliser. C'est pas toute la police, mais enfin là encore, il y a quand même eu des images extrêmement choquantes là. Avec, on en a parlé, comme vous savez, en début d'émission. On en a parlé, juste à l'instant, avec un auditeur qui a été témoin de tout ça. C'est absolument épouvantable. C'est-à-dire que là, comme vous l'aviez dit en début d'émission, André, une dame de 60-70 ans qui arbore fièrement un drapeau français se fait verbaliser. Au nom de quoi? Je savais pas que le fait de se balader avec un drapeau français, c'était un délit. Au contraire, je rappelle que quand on salit le drapeau français, on le brûle, on le déchire ou on le jette, c'est 5 ans d'emprisonnement. Mais par contre, la majorité, M. Sylvain Maillard, pour pas le nommer, se balade avec des milliers de drapeaux de l'Union européenne pour faire de la propagande européiste il y a quelques jours ou quelques semaines. Et là, ça pose aucun problème. Donc, évidemment, on a bien compris que M. Macron n'est pas dans le camp de la France, il est plutôt dans le camp de l'oligarchie et de l'Union européenne. Au moins, c'est clair avec ça. Voilà. Après, les Français feront leur choix pour la présidentielle en 2022 et j'ai souvent tendance à le répéter. Allez voter, et André, vous avez raison. Il faut absolument aller voter. Absolument. Les gens ne sont pas contents, il faut qu'ils aillent voter. Et puis, moi, je rappelle une seule chose, c'est que pour sortir de ce guêpier, pour pas dire plus, eh bien, François Asselineau est quand même l'un des rares à parler de l'euro et de l'Union européenne. C'est votre préférence votre préférence et ça vous appartient. Je voudrais revenir juste, on arrive à la fin de l'émission là. Emmanuel de Richouft, je rappelle, avant qu'il ne soit trop tard, le manifeste du général des banlieues. Moi, j'aurais pas dit général de banlieue. Moi, je dirais général français. Et même si vous avez été spécialisé, on n'est plus à la spécialisation. C'est tout le territoire qui est concerné et pas seulement les banlieues. Juste un mot, vous avez bon espoir que votre projet banlieue 2022 aboutisse? Vous allez tout faire pour ça?
Je vais tout faire. Déjà j'espère que les personnalités qui ont été destinataires de mon manifeste le lisent. Vous avez eu des réponses déjà ou pas du tout? Aucune, si ce n'est un seul. Un seul, donc je vous dirai pas, puisque vous avez dit qu'il fallait pas se prononcer, donc je resterai discret. Moi j'ai bon espoir parce que je vois des jeunes qui veulent s'en sortir, donc qui veulent. Et si vous voulez, l'exemple que je donnais tout à l'heure de ces jeunes qui se mettaient au garde à vous alors que nos trois couleurs montaient, je rapproche ça de ce qui s'est passé hier, et je trouve ça un peu navrant parce que derrière tout ça, c'est un travail que nous avions fait pendant des années et qui portait ses fruits, et là ça risque d'être mis à mal justement par des bévues probablement sur les Champs-Élysées. Écoutez, qui votera verra, et en tout cas on continue et on continuera à vous suivre. Merci beaucoup. Et votre livre Avant qu'il ne soit trop tard est publié chez Michel Lafon, il est déjà en librairie. Dans un instant vous retrouvez Brigitte Lahaye pour vous en doutez, une émission spéciale Saint-Valentin.